Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Aujourd'hui, nous recevons un passionné, un personnage majeur pour l'athlétisme en principauté, directeur de l'incontournable meeting qu'on appelle nous Hercules, mais qui porte un nom toujours au gré des choix de World Athletics, dont il fait partie du circuit. Il est également le directeur de la Fédération monégasque d'athlétisme. Et avec des événements comme le Monaco Run, il n'a pas fini de nous faire courir. Bonjour Jean-Pierre Chebel. Bonjour. Jean-Pierre, alors j'ai parlé du meeting Hercules, qui a fêté ses 30 ans. Quand on se lance dans une aventure comme ça, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, c'est par amour de l'athlétisme, c'est par amour de l'événement. C'est quoi qui fait qu'on se dit un jour, je vais participer à cette aventure ? L'aventure, c'est très simple. Je dirais presque qu'elle nous a été imposée. Ah oui ? Je vais le dire avec des guillemets. Mais c'était à l'occasion justement d'une réunion de notre fédération monégasque d'athlétisme. On a inauguré le stade Louis II en 1985 avec un match international de 4 pays, que pour des épreuves masculines. C'est la course, hein ? Oui, on faisait 20 épreuves. Ouais. Tout le programme, pour ainsi dire, de l'athlétisme. 2 athlètes par pays, donc 4 pays, ça fait 8 couloirs. C'était un bon format. On a continué avec un succès, c'était l'inauguration, mais un succès mitigé au niveau public, au niveau présence, au niveau retombée, je dirais médiatique. On a continué l'année d'après, on a refait un deuxième match de nouveau un peu sur le même format. Et c'est après, quand on a fait le débriefing après cette compétition, que le président de notre fédération de l'époque, qui était le prince héréditaire Albert, à l'époque, a dit, non, maintenant, l'an prochain, on fera un meeting d'athlétisme. Waouh. On s'est un peu tous regardés. On s'est dit, un meeting d'athlétisme, je dirais, comme j'étais peut-être celui qui connaissait le mieux ce milieu-là, il m'a été, je dirais, incombé de démarrer ce premier projet. Avec le journal L'Équipe, on avait fait une course de l'heure et puis des épreuves. Donc j'ai appris sur le tas à faire un meeting d'athlétisme. Je me suis fait un peu aider par mon collègue de Lausanne pour apprendre et pour les démarches, inviter les athlètes et le fonctionnement. Et puis on a démarré tout de suite, donc en 87, la première édition de notre Hercules. Voilà. Et oui, et je me souviens, alors... ça ne me rajeunit pas, mais je me souviens qu'en 89, déjà, donc 2 ans après, on est la finale du Grand Prix mobile. Donc le Grand Prix, à la limite, c'est ce qu'on peut maintenant appeler la Diamond League, hein, c'est le circuit de tous ces meetings qui font la saison. Et à un moment donné, il y a le dernier meeting de l'année, qui est comme la finale, en fait. Et 2 ans après, la création d'Hercules ont été déjà une finale. Oui, pour nous, ça a été un formidable, je dirais, ascenseur, parce que d'abord, sur le tas, on a appris des choses qu'on aurait mis 10 ans pour apprendre. En 1 an de cette finale du Grand Prix mobile, on a appris tous les rouages du sponsoring, des conférences de presse en plusieurs langues. Beaucoup de choses qui fait maintenant notre b.a.-ba, mais qu'on a appris vraiment sur le tas avec mon collègue Frédéric Chocard, qui était déjà mon bras droit et qui l'est toujours. C'est vrai, 30 ans après. Ça fait combien ? Un peu plus de 30 ans. Ça fait un peu plus de 30 ans, puisque 89, ça ferait en effet 34 ans 34, maintenant. Ou 35. 35. Et ça, est-ce que le meeting qui a 35 ans est un meeting âgé où on arrive à garder une fraîcheur dans la façon dont on envisage les choses 35 ans après ? Je pense qu'il y a toujours une fraîcheur, d'abord parce que c'est jamais la même chose. Ça pourrait paraître répétitif, mais ça ne l'est pas du tout, c'est très varié. En plus, même, je dirais, même dans l'encadrement chez nous, des jeunes sont rentrés qui nous ont donné un souffle nouveau. C'est vrai que moi, je commence à être un petit peu moins jeune, mais je veux dire, Frédéric est plus jeune, mais on a des jeunes dans notre équipe qui nous donnent sûrement un souffle nouveau. Et en plus, je crois que la passion d'organiser ça fait que c'est merveilleux. Je crois que c'est la plus belle aventure qu'on puisse... Enfin, moi, personnellement, que j'ai eu beaucoup de chance de faire ceci. Est-ce que les athlètes... Alors, tu vas me dire, l'athlétisme, comme tous les sports, évolue. En 35 ans, il y a beaucoup de choses qui évoluent.
Je regardais l'autre jour, maintenant il y a ces lampes qui s'allument et qui suivent l'allure des joueurs pour leur indiquer s'ils sont proches du record, loin du record. Enfin, il y a des choses qui sont... et j'ai l'impression que Sébastien Coe, à la tête de World Athletics, essaye toujours de trouver matière à moderniser le sport. Mais est-ce que les athlètes ont changé? Parce qu'un directeur de meeting, au départ, c'est quand même le contact des athlètes. C'est les athlètes qui font ton meeting. Oui. Alors, les athlètes, ont changé parce que je crois que tout le monde de l'athlétisme s'est professionnalisé. Parce que on est quand même passé d'un statut qui était vraiment, je dirais, le sport. Bon, même si on a eu Carl Lewis et Usain Bolt à Monaco, alors en matière de champion, pas que, mais... Oui, mais justement, je crois que c'est ce que je trouve remarquable, c'est que ces athlètes sont venus, on a eu le plaisir de les produire. Et de Bubka aussi, on a produit de Bubka, des Perec, pour le citer, Carl Lewis venait régulièrement et pour nous c'était une chance formidable, ça, en effet. C'est vrai. Hein. Mais là récemment, de toute façon, on a eu Noah Lyles, qui est quand même le phénomène du sprint aujourd'hui, en 100 et 200 au moins, ou en 4x100 encore plus, quoi. Mais c'est quoi la recette? Est-ce que c'est la recette Monaco ou comment ça se fait que les athlètes aiment Hercules? Je crois qu'il y a tout un ensemble. Je pense que ça, ce qui est clair, c'est que d'ailleurs, quand j'ai démarré à faire le meeting, quand je faisais une plaquette pour inviter les athlètes, je faisais une belle photo de Monaco. Et c'est sûr que c'est plus facile d'être directeur d'un meeting à Monaco, avec tout ce que ça peut représenter derrière, que d'une banlieue de n'importe quelle ville ou de n'importe quel pays. Je pense qu'on a un argument favorable qui est en effet tout à fait un avantage, oui. C'est ça. Est-ce que ça représente une difficulté en même temps? Parce que je me dis, d'abord, loger tous ces athlètes à Monaco, en plein milieu du mois de juillet, en plein milieu de la saison, avec une activité dans la ville qui est quand même énorme. Est-ce que ça rend pas les choses plus difficiles? Alors, il y a des aspects, en effet, qui sont, je dirais, impactants, ça c'est clair. La partie hôtellerie, avec, je dirais, les capacités de réservation, et je dirais quand même aussi les tarifs, qui sont évidemment plus onéreux qu'une autre région. Mais par contre, il y a des arguments positifs. On a beaucoup de monde, le stade peut se remplir beaucoup plus facilement. Si on fait le même événement à un autre moment de l'année, on aura du mal à remplir nos tribunes. Alors que là, on fait, je dirais, selon la star, on peut faire guichet fermé. Et sinon, on a le stade presque plein, ce qui est quand même pour moi super. C'est que Hercules, c'est quoi? C'est 90% de remplissage, quoi. Oui. À peu près, en moyenne. Oui. Quand on pense à guichet fermé ou un peu moins, on est toujours à peu près à 90%, quoi. Oui. Parce que c'est quoi? C'est l'athlétisme qui est un succès populaire? Parce qu'on a l'impression, alors peut-être que je me trompe, parce que moi je ne suis pas une grande spécialiste de l'athlétisme, mais parfois, quand on regarde les grandes courses à la télé, on n'a pas toujours l'impression que les stades sont pleins. Non, c'est vrai. Je crois que c'est un sport quand même qui, au niveau public et engouement, a sûrement eu une baisse. Je partage un peu ce point de vue. À un moment, on manquait de stars. C'est vrai que... c'est Carl Lewis. Ou Usain Bolt. Pour nous, c'était le jackpot, quoi. Si on a Usain Bolt, on sait que on va remplir le stade et que ça sera plein. Alors moi qui l'ai vu courir à Louis II, c'était un grand moment quand même. Maintenant, ce que je pense quand même, c'est que on regarde l'athlétisme à la télé, c'est bien. Parce que on voit des choses, on voit peut-être mieux, mais par contre, on n'a pas l'aspect, je dirais, émotionnel. Moi, la première fois que j'ai vu courir vraiment quelqu'un de très vite et d'assez près, je dirais, j'avais la chair de poule, quoi. Je veux dire, on ressent, je pense que tout spectacle, pour moi, c'est la même chose pour l'opéra ou la musique classique. C'est bien à la télé parce qu'on voit mieux, mais il n'y a pas ce côté émotionnel qu'on va avoir. Il n'y a pas le souffle, en fait. Moi, je pense Alors, ce qui est bien quand même chez nous en athlétisme, c'est que ceux qui reviennent à Hercules, ils ont envie de revenir. Donc, c'est la meilleure publicité qu'on peut se faire. C'est dire, alors, je crois qu'il y a quand même beaucoup de familles qui viennent parce que c'est quand même un spectacle qui peut convenir pour toute la famille et où il se passe beaucoup de choses, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de temps mort vraiment sur un meeting d'athlétisme. Un meeting d'athlétisme, c'est quoi? C'est 4-5 heures? Non. Nous, on dit c'est 2 heures, 2 heures, voire 2 heures et demie, pas plus. Pas plus? Oui. C'est déjà beaucoup, hein. Combien de temps pour préparer ces 2 heures et demie?
je crois qu'on y travaille tout le temps, parce qu'on travaille sur le meeting là, de cette année, mais on se bat déjà pour la date de l'année prochaine. On est même jusqu'aux dates de 2027. Donc, 2027. Oui, donc je veux dire, je crois que c'est un travail de longue haleine. On essaye là aussi de trouver nos contrats sur plusieurs années, donc ceux qu'il faut renouveler avec l'incertitude justement de contrats en général de 4 ans, que ce soit pour un partenaire, pour une télévision, enfin c'est beaucoup d'éléments. Ça veut dire que le fait... Alors ça, c'est pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est important. Le fait qu'on soit au programme de la Diamond League, donc de ce circuit de meeting, c'est pas acquis. C'est quelque chose que ton équipe et toi négociez. Alors c'est plus ou moins acquis, mais par contre, il y a des standards à ne pas descendre, à ne pas baisser, sinon on pourrait perdre le statut, en effet. Donc, c'est pour moi la Champions League. Enfin, le premier niveau, c'est rentrer dans ce niveau-là. C'est le plus haut du niveau de compétition d'athlétisme. Absolument, oui. Après, c'est championnat du monde ou Jeux Olympiques. Je veux dire, c'est le top du top. Et je crois que c'est vraiment un niveau que nous, on se bat pour conserver, parce que Alors, tu dis c'est un niveau qu'on obtient. Alors, j'imagine par la qualité du plateau, ça, certainement. Oui. Mais il y a quoi ? Il y a les standards d'organisation, quand même. Oh, c'est terrible. Il y a toute une grille. Oui, absolument. Il y a toute une grille. C'est là qu'on s'est aussi très professionnalisé, parce que maintenant on est évalué surtout sur nos contacts avec de la presse, du public, des partenaires, de la télévision, comment on reçoit les athlètes, comment ils sont logés, comment ils mangent, enfin avec enquête de satisfaction. Non, c'est devenu très très avec des notations. Vert, tout va bien, blanc c'est bon, rouge c'est pas bon, il faut améliorer, il faut justifier, ou même peut avoir même une amende, enfin, et statut qui pourrait même éventuellement être mis en cause. De même qu'il faut aussi, il y a un classement des meetings, et il faut qu'on soit donc dans les X premiers, enfin, de la Diamond League en tête, et pas bien sûr derrière d'autres meetings de la division en dessous qui soient devant nous. Ouais, il me semble, je ne veux pas faire de la publicité patriotique, mais il me semble qu'on a eu meilleur meeting de l'année. Alors là, c'était pas l'année dernière, l'année d'avant, ou l'année dernière déjà ? Non, on y a été souvent, je dirais assez souvent. En général, on est, je dirais, dans le podium ou dans les 4 premiers. C'est en général notre classement. Ouais. Le circuit a beaucoup changé, c'est-à-dire que les autres villes ont beaucoup évolué. Parce que tu parlais de ton collègue de Lausanne. Alors, le meeting de Lausanne, c'est presque un incontournable. Oui. Mais il y a Zurich aussi, il me semble. De toute façon, il y a toute une série d'incontournables, je dirais, en Europe, entre autres. Et aux États-Unis, avec le meeting de Eugene aux États-Unis. Et puis après, Doha est rentré dans le circuit. Ça fait mais ça fait déjà pas mal de temps. Et après, on a même accueilli donc un meeting à Rabat. Et puis maintenant aussi des meetings en Chine. Bon, de par aussi la présence de notre partenaire. Il y a eu Xiamen ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a Xiamen. Et puis là, cette année, il y avait Suzhou qui remplaçait Shanghai parce que le stade était en travaux. Ça, c'est juste un remplacement d'un an. Mais par contre, on a 2 meetings en Chine, en effet. Et justement, là, j'ai vu, je te parle de Xiamen parce que forcément, c'est là où Mando Duplantis a battu pour la 8e fois son record. Ouais. Et de quelle manière, parce que quand on voit les images, on se dit qu'il aurait pu passer 20 cm au-dessus encore. Mais parce que quand je l'ai vu, Mando Duplantis, en réalité, puisqu'il est venu à Monaco plusieurs fois, l'année dernière, il a eu du mal à sauter à Monaco d'ailleurs. Quand je l'ai vu physiquement, en réalité, j'étais presque un peu surprise, parce qu'on était habitué à Bubka, qui était quand même un athlète grand, assez imposant, ce que Duplantis n'est pas. Hein. Donc la performance, elle n'est pas strictement liée à ton physique, quoi. Non, je crois que c'est la vitesse de course. Je crois qu'il a une vitesse, justement, dans la course d'élan qui est supérieure aux autres, ce qui lui permet de prendre plus de levier, c'est-à-dire la perche plus haute. Tu veux dire, s'il faisait de la course à plat, il serait bon ? Oui, je pense qu'il serait très bon. Oui. Il a du pied, quoi. Oui. Il court vite, en tout cas, c'est certain. Bah oui. Parce qu'il y avait Théo Andan qui était là et qui me disait avoir du pied, c'est avoir l'assurance de pouvoir courir vite. Et c'est quand même En plus, il m'expliquait que c'était pas un truc que tu pouvais gagner, c'était où tu l'avais et tu pouvais l'améliorer, mais si tu l'avais pas, tu l'avais pas. C'est vrai, il a raison. C'est vrai ?
Au c'est départ, cruel quand même. Hein, disons, je crois que c'est un peu dans tous les sports, il y a certains éléments qui sont prédisposés pour passer le niveau au-dessus. Et qu'il faut faire travailler, parce on n'a rien sans travail, quelles que soient les qualités. On dit que Duplantis, il a besoin de rien, mais enfin, il travaille beaucoup. Beaucoup, oui. Et depuis de très longues dates. Faut lire il y a un film qui a été fait sur sa vie, et quand il a débuté aux États-Unis à la perche à 10 ans, on suit la carrière qu'il a eue. Je veux dire, c'est pas arrivé comme ça. Hein. Il a aussi beaucoup travaillé. Il a des qualités, mais il a beaucoup travaillé. Quoi. Oui. Tu me disais tout à l'heure, moi, ça m'est tombé dessus parce que j'étais celui qui connaissait le mieux l'athlétisme. Tu étais un athlète toi-même? Oui. Ah. Ouais. Tu faisais quoi, du plat? Non, je faisais du décathlon. Ah, quand même. Oui. Tu faisais du décathlon, alors pour ceux qui nous écoutent et qui savent ou qui veulent repérer, un peu comme Kevin Mayer, quoi. Absolument, comme Kevin Mayer, oui. Ouais, qui est quand même un athlète lui aussi... Exceptionnel. Oui. Exceptionnel. Et c'était ton métier? Non, parce que j'ai fait des études pour être professeur d'éducation physique. Et en même temps que je faisais ces études, j'étais après sportif. Et donc, ça m'a permis de faire les Jeux Olympiques de Munich en 1972. Ah, tu étais à Munich? Oui. Tu as vécu la prise d'otage ou pas? Oui, indirectement, oui. Oui, tu étais sur place en tout cas. Oui. Ouais. Est-ce que tu as des souvenirs de ce moment? Oh oui, bien sûr. Je me souviens très bien. Pour aller manger de notre lieu de logement, on passait à un circuit. Tout d'un coup, on ne pouvait plus l'emprunter. Là, il fallait faire un détour. Je me souviens même de l'hélicoptère qui s'est posé. Et malheureusement, la triste fin. Toutes les compétitions, d'ailleurs, ont été reportées d'un jour. Donc, moi, je l'ai vécu parce que notre épreuve a été reportée d'un jour, je dirais presque la veille. Ouais. Alors, quand on est un athlète... un Olympien, d'abord on se prépare depuis de très longs mois, parce que cette échéance-là, c'est une grosse préparation. Enfin, c'est ce que Théo nous disait. Oui, oui. Des JO, on les prépare pendant 3 mois quand même. Hein. Et mentalement, quand on a un événement pareil et le report de 24 heures, comment on fait pour rester dans la course, je dirais? À la limite, je crois que l'athlète est tellement dans sa bulle et tellement, je dirais... Autocentré, oui. Oui, que presque égoïstement... Presque, je dirais, l'environnement extérieur presque ne le touche pas. C'est malheureux à dire, mais je crois que l'athlète, il reste concentré. Oui, il reste concentré sur son épreuve. Bon, on lui dit qu'il faut retarder de 24 heures. Je veux dire, il remet en route tout pour que ça reparte comme ça, mais... Quand on fait du décathlon et qu'on doit s'entraîner à des disciplines qui sont tellement différentes, c'est quoi le plus exigeant? Parce que j'imagine que les qualités qu'on doit avoir pour faire un... Alors, il y a un 110 mètres ou pas? Oui, il y a 100 mètres, 110, oui. Ça, et en même temps faire du saut en longueur ou il y a un lancer de javelot, si je ne me trompe pas. C'est pas exactement les mêmes... Non, c'est sûr que pour moi, les grosses différences entre lancer le poids et faire la course de 1500 mètres, pour moi, c'est sûrement les deux plus grandes extrêmes. Après, je crois que l'athlète... il doit être, je dirais, sauteur-coureur en longueur et hurdleur. On parlait de Carl Lewis, il était sauteur-coureur, lui. Oui. Déjà. Oui. Donc c'est possible. C'est possible. Mais lanceur de poids et sprinter, ou coureur de fond, c'est peut-être pas forcément... C'est pas forcément, mais après, je crois on sait que les décathloniens sont moins bons sur leur épreuve la plus faible, c'est sûrement le 1500 mètres, ça c'est clair. Je veux dire... Alors, pourquoi c'est le 1500 mètres, c'est l'épreuve la plus difficile pour eux? Alors, plus difficile, je ne sais pas, parce que chaque après-sportif... Un 400 mètres, c'est difficile. Hein. Je crois c'est ce que disait Théo, il disait que c'est une des épreuves les plus difficiles. C'est une course, peut-être, je ne dirais pas plus fatigante, c'est très difficile à comparer avec le 1500, mais le 400 mètres du décathlon, sachant qu'après, il faut faire la nuit, repartir le lendemain de bonne heure, je dirais très tôt, pour se réchauffer pour le 110 mètres haies, c'est aussi une épreuve qui est difficile. C'est difficile. Alors que le 15, on court, pas très vite, c'est vrai, par rapport à un coureur de 1500, mais on ne fait pas le même poids, et après, c'est fini, quoi. Là, je lisais, tout à l'heure, un truc sur l'endurance fondamentale, et je lisais que pour progresser, il faut courir lentement. C'est vrai, ça? Progresser à quoi? Progresser à l'endurance, c'est-à-dire pouvoir courir longtemps. Ah oui. De toute façon, c'est sûr que si pour un coureur de 1500, il faut courir beaucoup. Ça, c'est pas pour un décathlonien.
parce que ça serait au détriment des autres épreuves, que serait le sprint et compagnie. Ouais. Un décathlonien, lui, il a besoin de faire vraiment du spécifique et de la technique et du très rapide et court. Ouais. Et après, il bricole au 1500. C'est ça, parce que j'ai lisé l'interview du champion du monde du 1500, le Norvégien Ingebrigtsen, qui expliquait qu'il s'entraînait pas énormément. En tout cas, il faisait pas beaucoup de séries rapides, mais il faisait beaucoup de kilomètres. Ouais. En effet. Je crois que c'est le secret ? Oui. Je crois que dans ces sports un peu d'endurance, parce que comme en natation, comme en athlétisme, ouais. Il faut faire de la distance. Il faut faire d'abord de la distance. Il faut faire d'abord, en effet, beaucoup de distance. Ouais. Et après, le spécifique, surtout en athlétisme, quand même, le spécifique peut être plus, je dirais pas dangereux, mais traumatisant, et même, je dirais, blessant. Donc, on le fait avec parcimonie, et je veux dire, mais il faut quand même faire du kilométrage. Il faut faire de la route, quoi. Ouais. C'est pour ça que les pays qui réussissent au départ, ce sont ceux qui, déjà dans leur vie de tous les jours, font beaucoup de route. C'est ça. Oui, évidemment, on est tenté de dire, alors c'est une caricature, mais on est tenté de dire, les Kenyans notamment, qui survolent depuis tellement d'années, les Égyptiens, qui survolent un peu les catégories de marathon, de longue distance. De longue distance et aussi de 3000 mètres à steeple. Oui. On est tenté de se dire, c'est presque parce qu'ils font ça depuis qu'ils sont tout petits, quoi. Oui, ils ont beaucoup de distance. Au lieu de prendre le scooter, ils courent, ils ont pas de scooter. Ou la voiture, et donc c'est sûr qu'ils emmagasinent depuis le plus jeune âge du foncier. Du foncier, ouais. Et toi, tu démarres l'athlétisme à quel âge pour... J'ai 14-15 ans. 14 quand ans, même, oui. T'es pas si jeune. Non, pas si jeune. Ouais. Non, je ne venais pas d'un milieu sportif, sportif, terriblement sportif, puisque mon père et ma mère étaient quand même professeurs d'éducation physique, mais on était plutôt dans le milieu de natation chez moi, chez mes parents. Parce que toi, tu arrives à Monaco quand tu viens enseigner, mais ton origine, c'est l'Alsace. Non, moi mon père est d'Alsace. Ton père est d'Alsace. Moi, je suis grenoblois. C'est pas pareil. Non, je suis grenoblois. Je suis parti après faire mes études à Paris, parce que j'ai eu la chance justement d'intégrer une école normale d'éducation physique à l'INS. C'était pour moi une chance formidable. C'est incroyable, ouais. Et après... C'est quand même là, tout le monde, tous les sportifs à un moment donné parlent de l'INF. C'est incroyable. Bon, après, c'est devenu l'INSEP, machin. Mais tout le monde parle de cette structure qui est quand même, au niveau français, ça a été une révolution, quoi. Ouais. Alors, d'autant plus moi, c'est qu'à l'époque, c'était INS d'un côté et c'était ENSEP de l'autre, c'est-à-dire une école normale supérieure d'éducation physique et sportive. Ouais. Donc moi, j'étais dans la partie, donc après un concours là, et j'étais déjà rentré fonctionnaire, et surtout, j'étais dans une école de formation pour être prof de gym, je dirais la meilleure, le plus haut niveau, et j'ai eu cette chance, je crois, d'avoir un enseignement d'une immense qualité. Et puis dans un internat avec des gens qui avaient été, je dirais, triés par ce concours, je trouvais qu'il y avait des gens d'énorme qualité, et ça m'a aussi permis une belle ouverture d'esprit. Oui, mais parce qu'on a cette image en tête du prof de sport qui n'a pas de technique. Enfin, il suffit de connaître le sport pour l'enseigner. En fait, on se rend compte que non. Enseigner le sport, développer l'appétence du sport chez les élèves, c'est pas comme ça. Ça vient pas de nulle part, quoi. Je pense que non. Enfin, je pense que. Non, à mon exemple, à moi, on faisait en effet beaucoup de pratiques. Moi, j'ai eu la chance justement d'avoir pratiqué presque tous les sports. On avait des stages, quel que soit que c'était bien le ski, le ski de fond, l'escrime, le judo. Enfin, c'est génial, ça. J'ai eu la chance d'avoir tout pratiqué, oui. C'est ça. Alors, tes préférences, c'est que l'athlétisme ? Si tu n'avais pas été décathlonien, tu aurais choisi quoi comme sport ? À l'époque, chez moi, on faisait beaucoup de ski. Moi, j'ai commencé à faire beaucoup de ski à Grenoble. Ouais. Après, on faisait de la natation, mais à l'époque, à Grenoble, il n'y avait pas de piscine chauffée couverte, donc c'était pas facile. En hiver, c'était pas facile. Non. Donc, l'athlétisme, ça a été un hasard, vraiment un hasard de ma vie, oui, parce que j'étais scolaire, puis il y a eu
comme beaucoup de jeunes, j'ai été happé par le sport scolaire. Ouais, bien sûr. C'était le jeudi à l'époque, jeudi après-midi, une compétition. On m'a dit, viens essayer. J'ai essayé. J'ai tout de suite j'étais, disons, assez bon. Facile. Voilà, le club, du coup, de Grenoble. Le club s'est dit, mais voilà, celui-là. On va le récupérer. Et puis, c'est comme ça que après, que j'ai mis le pied dans l'engrenage de ce sport qui, je reconnais que l'athlétisme m'a toujours beaucoup plu. C'est un sport que j'ai beaucoup pratiqué avec beaucoup de plaisir. Et les épreuves combinées et le décathlon, c'était aussi... j'ai eu la chance un jour d'assister à une conférence faite par l'entraîneur national des épreuves combinées, René-Jean Monneret. Et quand j'ai vu ce gars parler de ce sport, ça m'a, je dirais, vraiment, tout d'un coup, mis les étoiles derrière. Je suis content de l'avoir fait et je trouve que c'est un très beau sport. C'est vrai. Kevin Mayer dit aussi que c'est extrêmement dur mentalement, le décathlon. Oui. 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 C'est quoi qui est dur, en fait? C'est de se motiver. C'est quoi, quand on dit c'est dur mentalement, la difficulté, elle est où? Elle est surtout, à mon avis, dans la répétition et dans la durée, parce que c'est 2 jours complets. Ça ne s'arrête pas, quoi. Oui, à peine on a fait quelque chose. Si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, il faut justement se remettre en route pour de nouveau, pour la suivante, pas être perturbé pour l'épreuve suivante. Alors c'est à ce côté-là, mais je pense quand même qu'un athlète, un spécialiste, c'est aussi très compliqué, parce que je veux dire, lui aussi, il a peut-être qu'un seul sport, mais il le fait aussi. Et oui, j'avais cette image au dernier championnat du monde. Alors, je me souviens plus exactement quel est ce sprinter qui sort en demi-finale et qui, au micro en zone mixte, dit j'étais pas dans ma course, j'avais pas la tête. Alors, quand on n'a pas la tête et qu'on est athlète, ça peut se transmettre sur les jambes? On n'a plus de jambes? Je pense que, de toute façon, les jambes, elles sont aussi commandées par la tête, et je crois que c'est tout un ensemble. Moi, je pense que quand on se prépare, d'ailleurs, on se prépare sur tous les côtés psychologiques, je dirais médical, santé, kinésie, enfin, je veux dire, pour moi, je dis toujours qu'un athlète de haut niveau de 100 mètres, c'est presque comme une F1. On la prépare, on la met sur le banc et hop, elle part. Et après, il faut toute une série de soins pour la récupérer, pour qu'elle puisse faire une deuxième course. Moi, je pense que ça ressemble beaucoup, je dirais, à de la mécanique. C'est du réglage, quoi. C'est du réglage. De toute façon, c'est du réglage, ça c'est clair. Oui. Ce que tu disais, j'ai été happé par le sport scolaire. Et pour toi, ces réglages, ils sont possibles que s'il y a une vraie construction depuis le plus jeune âge? Ce que tu dis, le sport scolaire, c'est très important. C'est comme ça que la plupart des jeunes viennent au sport. Est-ce que quand tu dis Noah Lyles, par exemple, il faut qu'il soit là-dedans depuis tout petit? Sinon, c'est difficile d'être réglé comme il est réglé. Ou pas? Non, il va avoir plusieurs étapes, parce qu'à mon avis, avant d'être à ce niveau-là, il a été d'abord universitaire. Bon, donc il a suivi des échelons. Je pense qu'au fur et à mesure de sa progression, on trouve justement un encadrement qui va être de plus en plus affiné. Ouais. Je crois que de toute façon, le sport, c'est comme tout, c'est une énorme pyramide. Il faut une base importante, et il n'y en a pas beaucoup qui arrivent au sommet de la pyramide. Hein, il y a de l'écrémage. On est toujours à beaucoup d'appelés, peu d'élus. Hein. Oui. Ouais. Mais c'est pour ça que je crois beaucoup pour moi, bon, après, j'ai été enseignant d'éducation physique, alors j'y croyais d'autant plus, mais que le sport scolaire était vraiment pour moi un vecteur important. D'abord, pour trouver des nouveaux talents, oui. Et aussi, je pense que dans une personnalité, je crois que de faire du sport, c'est une règle de vie qui a d'énormes valeurs, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Ce que tu dis, moi, c'était un sport qui me plaisait beaucoup, l'athlétisme, et notamment le décathlon, que je faisais avec beaucoup de plaisir. Et quand on n'en fait pas, on se dit, ça doit être quand même super dur. Donc, où est-ce qu'on prend du plaisir dans cette difficulté? Oui, c'est une bonne question. Ah ouais. C'est quoi? C'est la qualité de ta performance qui te booste? C'est quoi? Alors, je crois d'abord que, je dirais, dans l'entraînement, il y a, je pense que quand on court ou quand on pratique un sport, physiquement, il y a des phénomènes qui font qu'on en a besoin après. Ah ouais. Je crois les endorphines. Voilà, oui, c'est ça. Quand un gars, même Monsieur Tout-le-Monde court,
même s'il est, je dirais pourtant, monsieur tout le monde, s'il ne court pas, et amateur, ça va lui manquer quelque chose. Je pense qu'il y a quand même ce côté-là. Ça, c'est vrai. Oui. Et ce qui fait qu'au début, on s'entraîne 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, et puis après, on peut arriver à s'entraîner 10 fois par semaine, et on le supporte très bien, même si c'est pas toujours difficile. Ça peut être traumatisant, hein. Ça peut l'être, oui. Je crois qu'à revenir, il vaut mieux maintenant aller sur du qualitatif que sur du quantitatif. L'un n'empêche pas l'autre, mais le qualitatif reste toujours tellement important. Et là, tu continues d'entraîner ? Presque plus. Si, j'ai encore un créneau. Parce qu'à l'intérieur de la fédération d'athlétisme, vous avez beaucoup de licenciés. C'est une fédération qui se porte bien. Oui. Avec des athlètes. Hein. On parlait de Théo Andan, c'est quand même... On est un club d'athlétisme qui se porte bien. Au départ, un club qui a quand même 400 membres. Et une fédération qui se porte bien, en effet. Ouais. Et au niveau entraîneur, alors moi j'interviens seulement le mercredi après-midi pour les plus jeunes, les 8 ans, 8-9 ans. 7-8. Tu vois, le prof est jamais vraiment parti. Non, de toute façon... de toute ma vie, j'ai voulu être prof de gym. C'était vraiment à partir de 10 ans, j'ai dit, moi, je ferai prof de gym, Même si mon père, plus ou moins, essayait de nous décourager parce qu'ils voyaient, eux deux, ce que c'était pas toujours facile. C'est dur, hein. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment voulu, autant j'ai eu beaucoup de satisfaction de faire le meeting, ça c'est clair, je le dis vraiment, et c'est pour ça que je le continue, parce que c'est un immense plaisir. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir d'enseigner. L'enseignement. J'ai beaucoup... tu disais les plus jeunes, l'enseignement, on ne choisit pas toujours les âges. Et toi, tu aimais enseigner aux jeunes, alors, plus jeunes. Alors, j'aimais enseigner, quels que soient les niveaux. Quand même, à un moment, je sais pas, il y a plus d'une dizaine d'années, au lycée Albert Ier, on faisait encore du primaire jusqu'au terminal. Donc, dans un emploi du temps d'une année, on pouvait balayer tout, et je faisais avec autant de plaisir, quel que soit le niveau. Ah ouais ? Oui. Est-ce qu'au cours de cette carrière d'enseignant, tu as découvert des talents ? Oui, quand même. Oui. Donc des gars ou des filles que tu as recrutés pour le club ? Oui, beaucoup, oui. C'est vrai ? Oui. Donc on repère comment un talent ? Parce que quand on est petit, parce que tu disais je faisais la maternelle ou le primaire, donc 6-7 ans, est-ce qu'à 6-7 ans, on voit déjà si un petit ou une petite a les qualités ? Oui. C'est si tôt que ça ? Je rejoins Théo, il y en a certains qui ont le pied et d'autres qui l'ont moins. Ah, tu vois, tu finis par le dire toi aussi. Non, je veux dire, déjà, dans le groupe de 7-8 ans qu'on a, il y a certains garçons ou certaines filles, c'est clair. Que oui. Oui. Tu sais que oui. Oui. Et d'autres, tu sais que non. On voit quand même tu remarques quand même. Je crois que... Je pense que celui qui a été entraîneur garde un œil, je dis des fois, j'emploie l'expression maquignon, qui va reconnaître le produit qui sera plus facile à perfectionner que l'autre. Et est-ce que tu as eu, dans toute cette carrière, est-ce que tu as eu des rencontres qui t'ont marqué beaucoup ? Que ce soit en tant qu'enseignant ou en tant qu'organisateur de meeting, si je devais te dire, cite-moi, 2 ou 3 personnes qui ont marqué ton parcours. À part le président de la fédération qui te dit il faut faire le meeting, et à part Frédéric que tu as déjà cité, qui était ton bras droit, mais des gens comme ça que tu as croisés, je sais pas, est-ce que Carl Lewis, par exemple, c'était une rencontre forte ou pas ? Parce que parfois, l'athlète et l'individu, c'est pas la même chose. Oui. Non, ce ne sera pas lui que je citerai. Je citerai, Usain, oui. Alors là, oui. Usain Bolt. Oui. Lui, vraiment, j'étais surpris, justement, parce que souvent, je trouve que les athlètes de ce niveau-là peuvent être un but désagréable et tout. Autant lui, il était, adorable. Et pour moi, l'exemple... Comme sur la piste, quoi. Oui. L'exemple typique, ça a été la dernière fois qu'il est venu, parce qu'il a voulu que son dernier meeting soit à Monaco. Quand il nous a dit ça, on a fait... Même pas nous, on l'a appris par nos collègues qui nous dit, parce qu'il l'avait dit en conférence de presse. Alors nos collègues, c'est vous allez le prendre pour son dernier meeting. Alors nous, on était là, on n'est pas au courant. Et donc, on l'avait fait venir, entre autres, le dernier vol, et arriver à l'héliport. C'était donc presque le soir, et on était venu l'attendre avec tous les jeunes du club. Et lui, il voulait arriver en catimini, en douce, vite, la voiture, vite aller à l'hôtel pour se reposer. Donc, il me voit, il me demande ce que c'est, je lui explique ses athlètes du club. Là, tout d'un coup,
grand sourire, selfie avec eux. Non, vraiment, vraiment adorable. Et il est resté 10 minutes, un quart d'heure avec les jeunes pour faire les photos, pour parler avec eux. Donc c'est c'est ce genre d'exemple que je trouve, et il est capable de plein d'autres, je veux dire. J'imagine que pour ces jeunes qui étaient venus, ça a été un moment incroyable. Oui, je pense que c'est quelque chose sûrement qu'ils garderont en mémoire, ça. Ouais. Vrai. Et sur le plan, alors ça c'est un athlète, mais est-ce qu'il y a d'autres rencontres comme ça ou en tout cas qui ont prévalu dans tes choix? Parce que tu as quand même fait des choix, hein. Tu as choisi de devenir prof de gym, tu as choisi d'être affecté ici, tu as choisi de relever le défi du meeting. Il y a quand même des moments... Alors c'est difficile quand on commence à citer des noms, parce qu'après on dit, si j'en ai... Non, moi la première chose qui est claire, l'enseignement, j'ai eu ce chance de concours, et tout d'un coup, à 20 ans, je me suis retrouvé, parce que j'étais un enfant d'une famille de 6 enfants quand même, donc tout d'un coup, c'était la possibilité, j'étais interne, j'étais salarié, j'étais déjà fonctionnaire à 20 ans. J'ai dit au revoir à ma maman, c'était fini, j'ai libéré de la place à la maison où on était un peu exigu. Et tout d'un coup, pour moi, ça a été vraiment tout d'un coup la bouffée d'oxygène. J'ai fait des études avec des gens, avec des professeurs de très haut niveau, des Vigarello en psychologie, des Pinturo au handball. Enfin, je veux dire, pour moi, tout ce qui avait le meilleur des enseignants. De l'époque, en tout cas. Oui. Après, avec des collègues de classe qui étaient très bien. Je suis venu à Monaco, je dirais pourquoi ? Parce que mes parents travaillaient, depuis que je suis très très jeune, travaillaient les 3 mois d'été au Monte Carlo Beach. Ah, d'accord. Donc moi, depuis que j'ai, je dirais 2 ans, depuis 1952, je venais avec mes parents les 3 mois d'été. C'est comme ça que j'ai connu le club d'athlétisme, parce que je venais, après quand j'étais athlète, quand je venais voir mes parents, je faisais un peu de maintien en condition physique. Et donc c'était le président du club, Monsieur Vigarello, Pierre, partait à la retraite, il fallait remplacer donc à la fois le prof de gym et l'entraîneur du club. Ils m'ont demandé, et je suis venu, et à l'époque, le président du club, c'était Monsieur Fautrier, Bernard Fautrier, avec qui, donc, quand je suis arrivé, c'était en 1975 quand même, ce qui fait un certain temps, avec qui je suis resté. Bon, c'est vrai que pour moi, c'était quand même une personne qui m'a, je dirais aiguillé, beaucoup aidé. Ouais. Et après, le président du club, et qui s'occupait aussi, après, avec nous à la fédération, c'était Monsieur Alain Leclerc, c'était sûrement aussi des gens qui ont compté pour moi. Et après, au lycée Albert Ier, j'ai eu des gens aussi qui m'ont compté pour moi. Mais tu dirais que ces gens-là t'ont fait rester ici. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, Monaco, ça va bien, on va peut-être aller voir ailleurs? Alors, ce qui est vrai, c'est que quand je suis venu à Monaco, c'est parce que le premier poste où j'avais été nommé dans la banlieue parisienne, c'était pas un bon choix. À mon avis, c'était une erreur. C'était pas tellement dur, mais j'étais le seul professeur d'éducation physique. J'étais un professeur certifié, presque à un grade supérieur que mon chef d'établissement. Alors imaginez le prof de gym qui est d'un grade supérieur au directeur, c'est pas folichon. Et donc je venais, quand on m'a proposé Monaco, c'était l'idée de dire, bon, ben, on va faire 2-3 ans à Monaco, puis après on repartira. Et j'étais... D'abord, je crois que là où le plus grand merci que je dirais à Monaco, c'est la confiance qu'ils m'ont accordée. Parce que j'ai eu vraiment une confiance de tout le monde importante. Et je crois que c'est ce qui m'a aidé. Et j'ai eu d'autres sollicitations après pour partir. C'est vrai, j'en ai eu. Mais j'ai toujours refusé parce que vraiment, je ne voulais plus quitter Monaco pour lequel j'aurais été bête de partir alors que j'avais la confiance de tout le monde. Tu dis, j'ai eu d'autres propositions parce que j'imagine que quand on est directeur d'un meeting comme Hercules, on est démarché aussi. Parce qu'il y a des meetings qui se montent un peu partout. J'imagine que les gens se disent, on va aller chercher les meilleurs. Si le meilleur est à Monaco, on va aller le chercher, quoi. Oui, j'ai eu de toute façon des sollicitations dans l'athlétisme, pas forcément dans les meetings, mais oui. Mais j'ai même fait, j'allais dire une pige, un remplacement comme entraîneur national des épreuves combinées. Donc c'était plutôt ce genre de... C'était plus ce genre de choses, ouais. Si aujourd'hui, je devais te dire, c'est où chez toi ? Pour moi, c'est Monaco. C'est plus Grenoble. J'ai toujours ma famille à Grenoble, donc je vais à Grenoble. Mais bon, je suis toujours français, donc je peux... Mais enfin, je veux dire, moi, j'ai toujours travaillé pour Monaco, et mon esprit battrait maintenant pour Monaco. Et tes enfants, alors, est-ce qu'ils font de l'athlétisme ?
Non. Ils en ont fait. Ils en ont fait. Oui, mais non, ils ont fait du basket ou du volleyball. Sachant que un de mes fils a fait du volleyball à haut niveau, il était même parti après en bourse aux États-Unis et au Canada pour ça. Très bien. Ils sont pas profs de sport? Non. La tradition s'est interrompue? La tradition s'est interrompue. Parce que si je me souviens bien, leur maman était prof de sport aussi. Oui. Donc la tradition s'est interrompue. Qu'est-ce que ça fait quand on se dit ça leur donne pas envie? Je crois que quand on est parent, que papa ou maman, ce qu'on veut, c'est que l'enfant trouve sa voie et que soit bien. Après, on va pas faire son choix pour lui. Donc, non. T'étais pas un papa sévère alors? Je sais pas. Je sais pas que veut dire sévère. Exigeant. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que comme tous les parents, on veut qu'ils soient heureux, contents, que ça se passe bien. Oui, ça forcément. Je crois que de toute façon, on s'aperçoit que si on fait des choix pour eux, on se trompe à chaque fois parce que tout ce qu'on impose, c'est déjà quelque chose qu'ils vont refuser. Donc ça veut dire, je suis pas forcément pour imposer des choses. Je suis d'accord. Là aujourd'hui, puisqu'on parlait de Hercules et du fait que c'est un meeting qui a 35 ans, je t'ai posé la question, je t'ai dit, est-ce que c'est un meeting qui innove encore? Oui, beaucoup. Oui. Ah oui. Comment? Nous, je crois qu'on était d'ailleurs dans notre groupe de la Diamond League, on est ceux qui se sont à chaque fois intéressés à trouver la nouveauté. C'est un exemple tout bête, les panneaux LED autour du stade. Ces panneaux de publicité, au départ, c'était des panneaux fixes en bois qui étaient peints. Nous, on voulait l'essayer, justement, de les faire. On avait vu dans d'autres sports que ça existait. Mais on a été les premiers, par exemple, dans notre groupe, dans la Diamond League, à le faire parce que les autres ne voulaient pas essayer, ne voulaient pas prendre le risque, je sais pas. Même World Athletics, au début, ne voulait pas le faire. Et je crois qu'on a été les premiers à dire, non, nous, on veut ces panneaux parce que c'est plus propre, c'est plus joli. Alors justement, c'est bien que tu parles de World Athletics parce que la question que je me posais, c'est qui est membre de World Athletics? Le club, la fédération ou le meeting? Juste pour qu'on comprenne un peu. C'est très simple. Le club est membre de la Fédération monégasque d'athlétisme et la Fédération monégasque d'athlétisme est membre de World Athletics. Et quand je dis la fédération, c'est la fédération avec le meeting. Parce que l'organisateur officiel du meeting, c'est la fédération. Monaco d'athlétisme, oui. Oui. Partout. Par exemple, à Lausanne, c'est la Fédération suisse d'athlétisme. Non. Chaque meeting peut avoir un statut différent. Nous, on fait partie, comme comme est le meeting de Paris, c'est une fédération qui organise le meeting. Par contre, par exemple à Bruxelles, c'est une société de marketing. Ça peut être une société, une entité. Alors la grosse différence, c'est que nous, fédération, on ne veut pas faire de bénéfices, on veut seulement équilibrer notre budget. Alors que d'autres sociétés, comme ça peut être à Bruxelles, eux, ils veulent faire des bénéfices en plus d'équilibrer. Non, eux, ils veulent faire des bénéfices. Donc, on a des fonctionnements différents. Comment on fait des bénéfices sur un meeting? C'est sur la billetterie? C'est sur... Parce les que bénéfices, le plateau... Oui. Alors, c'est important pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne savent pas. Le plateau, il se paye. On paye les athlètes. Oui. C'est, à mon avis, 80% du budget du... 80%. Oh, je sais pas, peut-être j'exagère, mais... c'est une énorme partie. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, les athlètes. Oui. C'est-à-dire ils gagnent en courant et avec leur contrat de publicitaire. D'accord. C'est-à-dire leurs propres partenaires. C'est souvent des marques de sport, parce que soyons clairs, c'est des marques de chaussures, c'est des marques de... Ah oui, dans l'athlétisme, c'est quoi? C'est les chaussures, surtout? Chaussures, habits, tenues, quoi. Ouais. Parce qu'il y a une différence d'une chaussure à l'autre? Je pense que oui, quand même, oui. Donc chacun son goût de chaussures, en fait. Alors, je pense quand même que, pour moi, je pense que le premier choix, sûrement, sur les athlètes de très haut niveau, c'est d'abord... la performance. Les finances. Les finances. Oui, ils vont d'abord là où il y aura le plus de financement. Après, dans ces marques, on s'aperçoit que si une marque trouve quelque chose tout d'un coup de révolutionnaire, dans les 3 mois qui suivent, les concurrents font la même chose. Ça a été trouvé avec ces fameuses chaussures. La semelle en carbone. La semelle en carbone. Au début, il n'y avait qu'une seule marque qui le faisait, ce qui n'était pas presque juste, parce que si on peut pas, si tout le monde ne peut pas avoir, les mêmes niveaux d'équipement, ça serait pas juste. Mais maintenant, toutes les marques se sont mis, donc maintenant, il y a pas de. Et d'ailleurs, on parle de cette semelle en carbone. C'est une vraie différence? Je pense que oui. Ouais. T'as couru, toi, avec? Non, ça n'existait pas.
Donc, Non, mais là maintenant, est-ce que tu les as essayés? Non. T'as pas besoin, quoi. Non, j'ai pas besoin d'aller plus vite. Ça fait aller plus vite. Oui, je pense que ça doit aider. Alors, je pense que ça peut aider aussi en fonction de la façon dont la personne court. Mais je pense, oui, je pense qu'il y a eu une aide, de même que chez nous, dans les pistes d'athlétisme, il y a eu des avancées terribles avec les revêtements. Ouais. Si ceux qui ont connu la cendrée, moi j'ai presque connu que la cendrée, très peu la piste synthétique, il y a eu des révolutions terribles. Pareil sur la perche. Avant, ils sautaient avec des perches métalliques, après ils ont sauté avec des perches en bambou, après c'était des fibres de verre, maintenant c'est des fibres de carbone, et les poids des perches ont été divisés, et les niveaux de possibilité de flexion ont été augmentés. Je crois que le ressort, les qualités des équipements font progresser le sport. Justement, on parlait du revêtement, on dit que le revêtement de Louis II est rapide, c'est vrai? Je pense qu'on a un bon produit, oui. Enfin, en tout cas, on l'a refait là, on l'a refait au moment du Covid. Donc, absolument. Et là, je dis bravo, je dirais au gouvernement de Monaco, parce que c'est pas facile de refaire la piste entre la période du foot et la période de l'athlétisme. Tout d'un coup, pof, Covid, le stade plus utilisé, alors qu'on avait prévu de faire les travaux un an plus tard. C'était au budget le gouvernement a dit pop, opportunité, pof, on fait la piste. Je dis là, c'est quand même. C'était une perf, Je crois que je le dis vraiment, je crois qu'il n'y a qu'à Monaco qu'on peut avoir cette souplesse de réaction aussi rapide. Et parce que refaire une piste, tu dis c'est des travaux importants, refaire une piste, c'est pas juste enlever une moquette et mettre une nouvelle. Hein. Alors, ça dépend, parce que justement, nous, on n'est pas une piste moquette. Parce que pour les pistes d'athlétisme, en un mot, il y a deux systèmes. Ou c'est les systèmes d'une certaine marque qui fait des carpettes. Alors, c'est du sol en béton. Et dessus, on déroule un tapis. On déroule des tapis, genre Taraflex, un tapis. Et puis, on colle, on fait les joints et compagnie. Ça, c'est le premier système. Nous, on a une piste qu'on dit coulée, c'est-à-dire comme un revêtement goudron, qui est coulé, mais qui est quand même souple. Oui, avec plusieurs couches. Au lieu de couler du goudron, on coule quelque chose de caoutchouc. Quoi. De caoutchouc, oui. Alors, il y a plusieurs systèmes avec filets. C'est vrai que la piste, quand on a refait la piste, et là aussi, on peut faire un retour rapide, peut-être qu'au lieu de faire un appel d'offres et de prendre le moins 10 ans, si on connaît qu'il y a un produit de qualité, je veux dire, on a la chance de pouvoir choisir le produit de qualité, ce qui est quand même une grosse aide. Faire un meeting avec une bonne piste, c'est mieux que de faire un meeting avec une piste de mauvaise qualité. Mais tu me disais, les athlètes choisissent en fonction des finances. Alors, est-ce qu'ils choisissent les meetings en fonction des finances aussi? Bon, je dirais oui. 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 Et le revêtement, ça ne rentre pas en ligne de compte? Alors après, tout va rentrer pour eux en ligne de compte. Ça va être en effet l'hébergement, le voyage, la date. Mais c'est vrai que... la date, ça peut compter. Oui, bien sûr. Ça, c'est énorme. Dans leur programme d'entraînement, dans leur je suis prêt, je ne suis pas prêt. Parce qu'un athlète qui n'est pas prêt, il n'a pas envie de courir. Il ne court pas. D'abord, presque, je dirais, si on respectait la marche à suivre, il faudrait d'abord demander à l'entraîneur est-ce que cette période... On essaye de le faire d'ailleurs, de dire, mais est-ce que cette période-là, cet athlète, veut-il courir? S'il ne veut pas courir, ce n'est pas la peine de faire de la surenchère d'argent, alors qu'il ne le veut pas. Quoi. Et ça arrive que des coureurs ou des coureuses, même des gens qu'on connaît, qui ont un nom public, ça arrive qu'ils ne veuillent pas courir à certaines dates. Ça, tout le monde, oui. Tout le monde. Et c'est ce qui fait aussi, justement, presque on dit toujours qu'une année olympique, c'est presque une année un peu plus dure à organiser le meeting, parce que les sportifs sont encore un peu plus frileux pour se protéger, parce que ça reste l'événement quand même numéro 1, je dirais presque devant les championnats du monde. Et en plus, au lieu d'être, je dirais, commandé par leur fédération, cette fois, c'est un comité olympique qui décide, où nous, on connaît beaucoup moins. On a moins de relations avec des comités olympiques du Kenya ou de l'Éthiopie ou de je ne sais pas quel pays qu'on a avec la fédération. Est-ce que tu dis, ils sont frileux, enfin, ils sont précautionneux. Le risque, c'est quoi? C'est la blessure? Alors, non, ça peut être la blessure, ça peut être la préparation, parce que je veux dire, l'athlète... Ça casse la préparation. Oui, si le gars, il est parti pour faire une période, je veux dire, intensive, peut-être même en altitude et compagnie, et il ne fera pas le voyage pour revenir descendre au niveau de la mer, pour
Et avec le temps que ça va lui impacter, je sais pas, on s'aperçoit que presque pour faire un meeting, il faut venir 4 jours, quoi. Il vient 3 jours avant, il repart le voyage. Donc, il impacte quand même sa préparation. Donc, c'est vrai qu'il y a des périodes où l'athlète n'est pas disponible, parce qu'il veut pas, il se prépare, il est en plan d'entraînement. Et ça, c'est intangible, quoi. Je veux dire, on peut pas... Enfin, tu viens de l'expliquer, tu dis 4 jours dans une préparation d'un athlète, c'est beaucoup. Oui. Donc, admettons là, pour aller jusqu'au JO, il faut quoi, 90, 100 jours? Alors, nous, l'athlétisme est en deuxième semaine. On démarre pas les Jeux Olympiques, on démarre seulement en août. Mais d'ailleurs, pour un exemple, nous, on aura des athlètes qui viendront chez nous, bien sûr, et on en aura encore qui iront une semaine après nous à Londres. Ah, d'accord. Mais je veux dire, ça dépend. On n'aura pas les mêmes, parce que peut-être certains... Ah, vous n'aurez pas les mêmes? Non, on n'est pas forcé d'avoir les mêmes. D'abord, on n'a pas le même plateau, sûrement, d'épreuves, donc c'est... Parce que là, par exemple, quand on a les JO en ligne de mire, faire 2 meetings avant, c'est beaucoup? Non. Non? Non, parce que je reprendrai toujours mon exemple. Un sportif, c'est comme une F1, il lui faut des réglages. Ouais. Donc, pour faire des réglages, il faut faire courir. Il faut faire des épreuves de haut niveau pour voir justement où on en est, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut encore faire, ce qui manque ou ce qui ne manque pas. Ouais. Donc, l'athlète, de toute façon, un athlète ne peut pas rester sans courir. Je veux dire, sinon... Il perd. Oui, à mon avis, il perd en qualité. Donc, il a besoin de périodes de repos, mais sinon, il a besoin de compétitions. Alors, c'est les compétitions l'hiver en salle, c'est les compétitions... La saison, elle a déjà démarré. C'est en avril, ça démarre déjà, et ça va finir jusqu'à mi-septembre. Hein. C'est vrai que c'est des... Alors, les athlètes ne peuvent pas tout faire. Donc, il fait des choix. Il va dire, moi, je veux faire cette première période, après, je veux repartir en entraînement, après, je veux faire la fin de saison en septembre. Chacun... Mais du coup, ça questionne un peu, tu sais... Quand on dit c'est tel athlète en 200 mètres plats qui a gagné la Diamond League, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui qui a couru le plus, quoi, finalement. Non, parce qu'actuellement, le système de la Diamond League, c'est qu'il faut courir les étapes précédentes pour se qualifier à la finale, et les compteurs à zéro seront mis à la finale. Donc, en fait, même si tu as été... En fait, c'est un peu comme le bac. Même si sur la saison continue, tu as été le meilleur, tu peux te planter au bac, quoi. Oui. Possible. C'est possible. Enfin, disons... C'est pas super fair-play, ça. Mais disons que c'est comme aux Jeux Olympiques. Hein. La finale, les gars se sont qualifiés, il y en a 8 qui se qualifient, puis il y en a un seul qui va être champion. Hein, je veux dire, là, c'est pareil. Hein, je veux dire... C'est vrai. Alors, on parle des 8 qualifiés. Sur les 8 qualifiés, est-ce que tous ont l'espoir d'une médaille? Ah, je pense que oui. Oui? Ah oui. Donc, il n'y en a pas un qui se dit « ça va être trop dur pour moi ». Je pense qu'il y en a sûrement... On pourrait faire des bookmakers qui ont plus de chances que d'autres, c'est sûr. Surtout dans certaines spécialités. Je pense que 100 mètres, plus ou moins... Là, au championnat du monde, Zachary Richardson, elle est sur le couloir 8, je crois, ou 7. Enfin, elle n'est pas très bien qualifiée. Hein. Oui, non, mais justement, c'est pour ça que... Et en demi-fond, tout autant. Hein, je veux dire, on peut voir tout d'un coup un gars au 800 ou au 1500 qu'on n'attendait pas et qui... c'est ça. Et qui coiffe tout le monde. Non, c'est ce qui fait d'ailleurs... C'est la spécialité d'Ingebrigtsen, ça, c'est d'arriver du fond. Oui. Mais c'est ce qui fait d'ailleurs le plaisir de l'athlétisme. Si c'était toujours du sport tout court, il n'y a jamais de match fait. Regarde au basket. T'as beau, tu refais le match deux fois, tu peux l'avoir un résultat différent. Là, c'est pareil. Je crois qu'en athlétisme, c'est ce qui fait le plaisir, c'est que c'est jamais acquis. C'est chacun... Même ceux qui ont une grosse marge de progrès. Enfin, même, on pourrait imaginer que même à la perche, un mauvais jour, il rate quelque chose et qu'il pourrait être battu. C'est faisable. C'est vrai, c'est faisable. Enfin, après, on se dit que Duplantis, quand même... Oui. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Tant que c'est pas joué, quoi. Tant que c'est pas fait. Est-ce que... Si là, je te demandais de me donner 3-4 noms de favoris pour les JO, t'as des noms en tête ou pas? Quelle chance on donne à Noah Lyles, par exemple? Alors, pour moi, au 200, il est, je dirais, difficilement battable. Il est meilleur au 200 qu'au 100, c'est ça? Pour moi, enfin, je le pense, oui. Et surtout, le 100 mètres, c'est quand même tellement tributaire aussi d'un départ que ça l'est un peu moins sur le 200 où il y a tout le virage à négocier avant de s'attaquer la ligne droite.
Ce qui veut dire que la performance de Usain Bolt dont on parlait tout à l'heure, elles sont vraiment stratosphériques. Être aussi fort sur les deux, c'est... Oui, je crois que lui, il a été... D'ailleurs, c'est ce qui a fait son aura. Ouais. C'est que tout d'un coup, il a été au-dessus de tout le monde. Tout le monde, ouais. ouais. Je me souviens du 19-19, c'était... Ouais. Je crois que... Et ceux qui l'ont vu courir... Nous, on a eu la chance, nous, de l'avoir. Il est venu en stage avant les championnats du monde, incognito au stade Louis II, faire ses entraînements. Mais quand on le voit courir, c'est impressionnant. Parce que lui, non seulement il a du pied, mais en plus, il chausse du 47-48. Ouais. Alors, c'est d'autant plus impressionnant. Ouais. Sur 100, tu vois qui, alors? Je ne sais pas. Au décathlon, tu vois Kevin ou pas? Alors, il n'a pas encore fait les minima, mais... Pour l'instant, Kevin, en effet, il faudrait d'abord qu'il se qualifie. Qu'il fasse les minima, ouais. Et notre relais français du 4x400 là, avec Théo, est-ce que tu le vois ou pas? Alors, un podium, ça serait déjà inespéré. Enfin, oui, je le pense. Parce qu'au championnat du monde, ils font argent. Oui. Donc, alors, Théo m'a dit, on peut faire argent au championnat du monde et l'année suivante, pas faire ou faire mieux. Enfin voilà, le fait d'avoir fait la médaille d'argent au championnat du monde, c'est pas la garantie pas du tout. de refaire quelque chose d'aussi bien, quoi. Pas du tout. Voilà. Je crois qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup d'équipes qui sont, je dirais, voisines, relativement voisines, et que ça peut se pencher d'un côté ou de l'autre très facilement. Ouais. Et au marathon, alors, puisque le marathon est orphelin. Oui. Là, je pense qu'il y a encore plus qu'ailleurs. Il y a tellement de possibilités d'avoir un coup de fatigue pour quel que soit le sportif que là, je ne me hasarderais pas à faire un pronostic personnellement. Puis je suis pas spécialiste de demi-fond. Et au sprint femme, on prend sa carrière Richardson encore ou pas? On n'est pas sûr. Je pense, ça reste. Et là aussi, il y a beaucoup de concurrence, que ce soit américaine, jamaïcaine. Ça fait. Bon, là, j'ai vu, en parlant de concurrence, j'ai vu en saut en hauteur, j'ai vu que Zambéry venait à Monaco. Gambéry vient à Monaco. Mais est-ce qu'on lui donne une chance ou pas au JO? Alors moi, je pense qu'il a une chance, oui. Parce qu'il a son moi j'appelle ça le partner in crime, le Qatari. Est-ce qu'ils vont sauter tous les deux cette année encore ou pas? Ah oui. Pour moi, ce sera de nouveau la lutte. Enfin, j'ai vu qu'il y avait un autre qui avait bien démarré, un autre athlète. Là aussi, je crois que c'est tout ouvert. Puis c'est le jeu du chat et la souris sur les impasses. Là aussi, c'est des coups de poker. Oui. Parce que chez les femmes aussi. Oui. Là, la concurrence, elle est très, très dure. C'est ce qui fait la valeur de l'athlétisme. Si c'était tout, je dirais, fait d'avance, on s'intéresserait beaucoup moins. Là, on y va parce qu'on veut voir la lutte, le combat, ce qui va se passer. Mais tu dirais que par rapport au plateau des championnats du monde de l'année dernière, les choses ont beaucoup évolué ou on restera quand même... Est-ce qu'il va y avoir des grosses surprises, des gens qu'on n'a pas vus l'année dernière qu'on risque de voir ou pas? Non. Si, parce que je pense que quel que soit il y a à chaque fois une surprise. Oui, le champion olympique italien, on ne l'avait pas vu venir, ça c'est sûr. Absolument. Et non, je pense que même les mêmes jours, tu refais l'épreuve plusieurs fois et tu pourrais avoir plusieurs fois un autre résultat. Un autre résultat. Donc, je pense qu'il peut y avoir des surprises. Il y aura des surprises. Bon, est-ce que tu y seras d'abord? Oui. Ah. Pour l'athlétisme, oui. Pour l'athlétisme? Oui. Avec une équipe de Monaco? On aura une athlète, oui, pour Monaco, oui. Ouais. Et puis, on ira quand même aussi un petit cœur pour le français, Théo. Oui. De notre club. De notre club. Il est fidèle d'ailleurs, Théo. Pour moi, c'est l'exemple, je veux dire, idéal. C'est un jeune qu'on a eu qui avait, je sais pas, 12-13 ans, qu'on a entraîné du début jusqu'à, je dis pas la fin, parce que maintenant il s'entraîne à Paris, à l'INS avec d'autres entraîneurs. Et que donc notre collègue Jacques Canduceau a entraîné, qu'on a eu vraiment. Et c'est pour ça. On parle beaucoup de Jacques. Ouais. C'est pour ça que vraiment c'est l'exemple même du gars qui est resté fidèle, alors que des sollicitations, il doit en avoir à tout va, soyons très clairs. Et il nous a dit ici, quand il était à ta place, il a dit quand je suis rentré que oui, le club m'avait invité pour fêter la médaille, mais je suis arrivé, ils étaient tous là, c'était incroyable. C'était incroyable ce moment. Vraiment. Mais quand on est enseignant comme toi, donc éducateur aussi dans l'âme, etc., et qu'on voit un talent comme ça qui passe toutes les épreuves, parce qu'il y a l'épreuve de l'adolescence, il y a l'épreuve du découragement, comme tu disais tout à l'heure, la carrière d'un sportif, c'est des hauts, c'est beaucoup de bas aussi, il faut tenir le coup.
Quand on voit quelqu'un arriver comme ça à son maximum, qu'est-ce qu'on ressent en fait? C'est une victoire? C'est une fierté? Qu'est-ce que c'est? Oui, je crois qu'il y a une fierté. Et à ce moment-là, oui. Mais je dirais à d'autres moments aussi, je pense que tu cites l'exemple de Théo, c'est vrai, je pense que tout le club a une immense fierté de l'avoir aidé, de l'avoir, je dirais, avec nous, de l'avoir soutenu. Et j'espère qu'on le soutiendra et qu'il restera encore chez nous et qu'on l'amènera encore à des Jeux des petits États avec nous, parce que c'est pour nous quelque chose qu'on aime beaucoup, parce que c'est justement la fois où on peut, sous la même bannière de Monaco, avoir des Français, des Italiens, des Anglais et des Monégasques, ceux du club qui nous représentent. Et c'est vrai que pour nous, c'est un plus. Théo nous a rapporté 2 médailles donc, aux Jeux des petits États, puisqu'il a gagné le 400 mètres individuel et il a participé au 4x400 avec ses autres collègues. Et je veux dire, c'est sûr qu'on aimerait bien l'an prochain à Andorre le ramener, et puis pourquoi pas à Monaco. Ah oui, c'est vrai, parce qu'en point de mire, il y a quand même les Jeux des petits États à Monaco. Oui, en 2027. 2027, tu as parlé tout à l'heure du meeting d'athlétisme, donc je sais que tu es toujours dans le... 2027, hein. Oui. Mais, alors, par contre, ce que je voudrais te dire aussi, je pense que tous ceux qui s'occupent de jeunes dans l'encadrement peuvent avoir la même fierté. Moi, j'ai eu les mêmes satisfactions quand j'ai vu des jeunes que j'avais eus comme athlètes, pas comme athlètes, comme élèves, aller au lycée, et qui après avaient fait, je les ai vus évoluer et qui avaient fait une belle carrière. Et je me suis toujours dit, j'espère que je leur ai apporté quelque chose. Donc pas forcément en sport, c'est ça que tu dis? Oui, même si, à travers les cours d'éducation physique, mais à travers le développement personnel, je pense que c'est important. Tous ceux qui ont un métier d'enseignement, pour moi, participent, je dirais, au développement personnel de la personne, oui. Et je pense que c'est important. Oui, sinon on n'est pas enseignant. Non, sinon on n'est pas enseignant. C'est une vocation. Pour moi, ça l'était. Et ça l'est toujours. Ça l'est toujours? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Parce que le meilleur meeting du monde, une carrière d'enseignant extrêmement bien remplie, une carrière d'entraîneur très bien remplie, un papa, un mari, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Rien, tout va bien, la retraite. Et 7 petits-enfants, pour l'instant. 7 petits-enfants? Oh là là, ça c'est de la performance quand même. Ouais. Et la retraite, alors... Est-ce que c'est compatible avec l'envie d'organiser les Jeux des petits États à Monaco en 2027? Je pense qu'on pourra donner un coup de main, ou au moins s'y intéresser, mais je pense que je serai là. Parce que toi, tu as une vraie âme de bénévole, hein, parce que j'ai lu dans ta carrière que tu as commencé comme ça. Sur les meetings, tu étais bénévole. Tu étais bénévole au Nikaya, tu étais... Oui, même au début, au meeting, oui. Oui, pendant très longtemps. Tu étais bénévole, donc c'est... Et encore toujours, parce qu'on fait toujours des choses... Qu'on ne devrait pas faire, en fait. Non, qu'on fait volontiers. Moi, quand je dis bénévole, j'ai autant de plaisir quand il faut aider mes collègues de l'AMAPI à faire leur compétition. J'y vais avec un immense plaisir. Quand je dis bénévole, c'est aussi les primaires. C'est aussi les primaires, c'est aussi tout ce qui touche à aider à en faire quelque chose, c'est bien, c'est sympa. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir trouvé un moment pour nous. Non, merci. Nous, on te donne rendez-vous d'abord au JO, d'abord à Hercules. D'abord à Hercules. Vendredi 12 juillet. Voilà, on rappelle la date, vendredi 12 juillet, d'abord à Hercules, ensuite au JO, et ensuite, au Jeux des petits États. Oui, et puis notre run, puisque bien entendu, notre Monaco Run, auquel c'est une épreuve qu'on aime beaucoup, et qu'on est content d'avoir mis sur pied. C'était, à l'époque, on l'avait mis pour les 700 ans des Gribaldi avec notre marathon. Et puis, c'est une épreuve qu'on a continuée, on a fait grandir. Et cette année, malheureusement, à cause de la météo, on n'a pas pu faire notre course du Montagel, notre trail du Montagel, mais qu'on voudrait remettre sur les pieds, parce que c'était quelque chose aussi qui nous plaisait bien, qu'on avait à cœur. Donc, le trail en ville a très bien marché. Oui, mais les pauvres, dans quelles conditions ils ont fait ça, c'était... Mais c'est toi qui me disais, alors c'est Fred Chocard qui me disait que parfois les athlètes de trail, ils aiment bien. Oui, en bavé. Ça c'est clair. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Voilà. Mais là, au Montagel, c'était pas question d'en baver, on n'aurait jamais réussi. On n'aurait pas pu. Non. On a vu des photos, des vidéos même des gens qu'on leur a dit d'enlever les balises qu'on avait mis. Ils étaient dans des conditions, je dirais, de l'eau à plus haut que les genoux, de ravinés. C'était pas possible. Et on a même eu des remerciements des secours en France qui nous ont remerciés d'avoir annulé parce qu'on aurait fait prendre des risques à beaucoup de personnes et je crois qu'on n'aurait pas facilité la tâche des secours en France.
Oh bah écoute, alors on croise les doigts pour que la prochaine édition ait lieu. Absolument, très volontiers. Merci Jean-Pierre. Avec plaisir. À bientôt.